Cette attaque de drone, la plus importante depuis le début de la guerre, 337 engins ukrainiens interceptés par les Russes, pas loin d'une centaine ont visé la capitale. Il y a des dégâts dans la banlieue de Moscou. Au moins 3 morts le jour où les Ukrainiens et les Américains reprennent les discussions pour mettre fin au conflit. Yelziz Kizrali. Dans la banlieue de Moscou, le balcon de cet immeuble résidentiel n'a pas résisté à l'explosion. Les vitrages ont eux aussi été soufflés et les façades portent les stigmates des drones ukrainiens. Au petit matin, les riverains découvrent les dégâts marqués par une nuit difficile. Je me suis réveillé vers 4h55. Le bâtiment a tremblé, il y a eu une explosion et un choc. Le drone s'est écrasé sur un bâtiment. Il y a eu un éclair orange et c'est tout. Il y avait des morceaux de terre, des morceaux de verre sur le rebord de notre fenêtre. La seule chose qui m'effrayait, c'était la possibilité d'une deuxième attaque. C'était terrifiant. 4 heures du matin, cette nuit, dans le ciel de Moscou, des lueurs oranges, puis les explosions se succèdent. Touchant des bâtiments et ces voitures garées à proximité d'un aéroport. En tout, 337 engins ont été abattus par la défense aérienne russe au-dessus de plusieurs régions du pays. C'est la plus grande attaque de drones jamais lancée par l'armée ukrainienne depuis le début de la guerre. La Russie a ouvert une procédure pénale pour terrorisme en rapport avec les attaques massives menées par des drones ukrainiens dans la région de Moscou qui ont fait des victimes et des blessés. Cette attaque survient à quelques heures d'une journée de pourparlers en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky doit présenter un plan pour un cessez-le-feu à une délégation américaine. Patrick, comment l'Ukraine, que l'on dit à la peine, a-t-elle pu organiser une telle attaque contre la Russie, une attaque de drone? À la peine sur le front, au sol. Pour le reste, j'ai envie de vous dire qu'on est dans l'ambiguïté stratégique de la part des Ukrainiens. Je voudrais quand même rappeler que cette nuit, il y a encore 126 projectiles divers qui sont arrivés de Russie sur le sol ukrainien. Là aussi, les dégâts sont assez limités, mais c'est comme ça tous les jours. L'Ukraine choisit plutôt de ces moments, je dirais. C'est pas la première fois qu'il y a une attaque de drone vers la région de Moscou, mais c'est la première fois, et là, vous avez tout à fait raison, que c'est si gros. Et évidemment, vous l'avez bien expliqué, ça arrive à un moment où eh bien, les Ukrainiens essayent de négocier une trêve, si ce n'est la paix. Et le fait est que le rapport de force est un peu plus facile lorsque vous montrez votre force. Parce que ils font se poser la question aux Russes. Est-ce que c'était un baroud d'honneur, c'est-à-dire 337 drones qui sont interceptés, ou est-ce que les Ukrainiens seraient capables de recommencer demain ou après-demain? Elle est là, l'ambiguïté. Les Ukrainiens, eux, ils assument complètement de mettre la pression sur Vladimir Poutine. Ils disent, au moins, ça va peut-être pousser Poutine à accepter une trêve aérienne. Oui, au moins c'est limpide parce que lors des derniers lancements, je dirais, de drones ou de projectiles, j'utilise vraiment ce mot, parce qu'il y avait aussi des missiles, il n'y avait jamais véritablement de revendication de la part des Ukrainiens. Ils haussaient les épaules en disant « Eh oui, c'est un problème lorsqu'on est en train de mener une guerre et non pas une opération militaire spéciale. » Là, non. Si on n'avait pas encore compris qu'il y avait un message avant le début de ces négociations, eh bien, c'est vraiment limpide. On le rappelle, hier, les Ukrainiens disaient « Nous arrivons à Jeddah avec l'idée de proposer une trêve partielle dans les airs et sur les mers. » Et autant hier, on pouvait se demander « Oui, mais qu'est-ce que ça peut importer aux Russes puisque pour l'instant, ça ne va que dans un sens ?» Maintenant, on sait que ça va dans les deux sens. Oui, on ne sait pas quel type de drones ont été lancés la nuit dernière. Une chose est sûre, l'Ukraine dispose d'un arsenal détaillé par Mathis Menu. Depuis les airs, ils peuvent surveiller, localiser et même s'abattre sur l'ennemi. Les drones se sont imposés en seulement 3 ans comme un atout stratégique incontournable pour l'Ukraine. Des avions aux appareils quadricoptères en passant par des engins plus petits qui tiennent dans la main, le front est devenu un laboratoire d'innovation pour Kiev qui dispose aujourd'hui d'une importante panoplie. Certains sont utilisés pour l'observation, parfois en tant qu'antenne relais, chargés de survoler le terrain pour fournir des informations aux militaires. D'autres occupent un rôle offensif, comme les drones kamikazes. Équipés de grenades ou d'obus selon la taille, ils s'écrasent directement sur les blindés et les troupes russes. S'ils sont envoyés par centaines, ils peuvent même saturer les défenses adverses et passer au travers. C'est ce qui s'est passé cette nuit à Moscou. On pense qu'ils ont tiré au moins 340 drones.
le fait d'être attaqué jusqu'au cœur de la capitale, c'est une forme d'agression psychologique qui est extrêmement importante. Et c'est rappeler aussi que les Russes ont déclenché cette guerre contre l'Ukraine. Et bien là, ils la voient revenir sur leur propre territoire. Malgré leur obsolescence rapide à cause des brouilleurs ennemis ou de systèmes de guidage limités, les drones ont l'avantage d'être peu chers et simples à fabriquer. En 2024, l'Ukraine en a produit plus d'1 million, en plus de ceux déjà fournis par ses alliés, et continue d'augmenter ses unités de manière exponentielle. Patrick, dans le même temps, la Russie dit avoir repris 12 localités dans la région de Koursk aujourd'hui. Le rapport de force se poursuit. Il s'agit d'arriver en position de négocier pour son plus grand bien. Évidemment, si les Russes ne réussissent pas à récupérer leur région de Koursk, ils auront du mal à discuter des régions de Kherson et de Zaporijjia, même si pour l'instant on sent que l'importance de tenir les oblasts de Kherson et Zaporijjia est beaucoup plus importante que une susceptibilité vis-à-vis d'une présence ukrainienne sur le sol russe. Ils ne sont pas en train de tenir, ces soldats ukrainiens, des usines ou encore une centrale nucléaire. C'est le cas des Russes sur le territoire ukrainien. Bon, il n'y a pas de coïncidence en termes de timing. Les nouveaux pourparlers entre Ukrainiens et Américains ont commencé formellement aujourd'hui en Arabie Saoudite. L'Ukraine va détailler son plan de cessez-le-feu partiel. Élise Phillips, comment se passent ces discussions ? Eh bien, si on se fie aux premières déclarations, pour le moment, les discussions se passent plutôt bien. C'est l'un des membres de la délégation ukrainienne, Andriy Yermak, qui l'a dit tout à l'heure. Il a déclaré sur son compte Telegram que le début de la rencontre avec les Américains était plutôt constructif et que les deux pays travaillent à l'instauration d'une paix juste et durable. En ce moment, au moment où on se parle, Américains et Ukrainiens sont donc réunis dans cet hôtel de Jeddah qui est situé juste derrière nous. On est sur la côte de l'Arabie Saoudite. On a vu les délégations arriver ensemble ce matin et autour de la table, il y a 3 hommes côté ukrainien, 2 du côté américain, plus des médiateurs saoudiens donc. Et ils sont en train donc de discuter de certains points cruciaux, parmi lesquels, vous en parliez à l'instant, la trêve proposée par Kiev. On sait que Volodymyr Zelensky souhaite beaucoup un cessez-le-feu dans les airs et en mer, ce qui pourrait permettre d'empêcher la Russie de poursuivre ses attaques de drones et de missiles qui sont quotidiennes. Les Américains, la délégation américaine présente aujourd'hui en Arabie Saoudite va donc écouter les propositions de Kiev, les évaluer et les valider ou non dans un second temps. Et puis, cette journée, elle est très importante aussi parce que c'est l'occasion pour les deux délégations de renouer le contact, d'essayer de se comprendre aussi, surtout après le fiasco de la rencontre à la Maison-Blanche. Les Américains, aujourd'hui, veulent tester la détermination de Kiev à vouloir la paix. Et puis, les Ukrainiens, eux, vont essayer de convaincre les Américains de revenir sur l'arrêt des aides qui a été décidé il y a quelques jours par Donald Trump. Donc, sur plusieurs aspects, on voit que cette rencontre, elle est très importante, elle pourrait être déterminante. À voir maintenant s'il y aura des annonces concrètes à la fin de cette première journée de négociation ce soir. Élise Phillips avec Elliot Francom. Patrick, qu'est-ce qui peut ressortir de ces discussions ? Il va y avoir un accord, un traité, une photo de famille ? Alors, une photo de famille, on n'y est sans doute pas. Les images que vous venez de voir font déjà un peu office de photos de famille. On comprend que la délégation américaine qui était annoncée n'est pas totalement complète, c'est-à-dire Steve Witkoff, qui est l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, oui, pour le Moyen-Orient, mais qui s'occupait de l'Ukraine aussi, n'est pas présent. Là, on a simplement le secrétaire d'État Marco Rubio avec sa cravate rouge et Mike Waltz, qui est le conseiller à la sécurité nationale. Mais face à ces deux hommes, vous avez au centre du jeu, véritablement, Andriy Yermak, qui a mis son costume comme pendant la séquence désastreuse du bureau ovale. Alors que Volodymyr Zelensky prenait la lumière, mais se faisait enguirlander, il n'y a pas d'autre mot, notamment sur sa tenue, Andriy Yermak, il était en costume. Il est là, lui, pour mettre un peu d'huile dans les rouages. C'est celui qui fait véritablement tourner l'Ukraine pendant que Zelensky essaye de faire la lumière sur l'Ukraine et sur la cause ukrainienne. Ils vont d'abord, c'est ce que veulent les Américains, se mettre d'accord sur l'accord sur les minerais. On comprend qu'il n'y aura pas, pour le coup, de photos de famille, Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Ça, c'est terminé, hors de question. Est-ce qu'il y a une délégation de signature qui est donnée à ces hommes que vous voyez de part et d'autre de la table ? C'est possible parce que les Américains, comme les Ukrainiens, sont des gens pragmatiques. Une fois l'accord signé, tout va bien, il pourra peut-être y avoir une ratification par les chefs d'État. Ça, c'est pas le problème. Oui. En tout cas, une fois que ça s'est fait, on peut véritablement passer à autre chose. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, il avait dit hier,
avant la frappe et le lancer de drones sur la Russie, que c'était plutôt prometteur comme proposition, cette trêve dans les airs et dans les mers. Mais là, la délégation ukrainienne qui a été largement échaudée, mais qui, je pense, a compris ce qui a pu se passer dans le bureau ovale, va essayer de se mettre du côté des Américains, puisque, rappelons-le, on parle bien d'un conflit Ukraine-Russie, mais qui va négocier? Pour l'instant, en tout cas, ce sont bien les Russes et les Américains, et toujours pas les Ukrainiens.